Le premier spectacle qui frappa Ben Sterling, transperçant la pénombre poussiéreuse de sa grange, fut l'éclat impossible d'une chevelure de jais répandue sur la paille claire, puis la tache cramoisie s'épanouissant sur le cuir usé. Son cœur, créature depuis longtemps habituée au rythme régulier et solitaire de son ranch isolé, heurta ses côtes avec la force d'un coup de mule. Pendant un instant stupéfait, il ne put que fixer. Une femme, une Comanche, blessée, peut-être mourante, gisait là comme tombée du ciel, messagère d'un monde de violence et de douleur qu'il avait cherché à fuir. Depuis des semaines, il n'avait adressé la parole à aucun être vivant, et pourtant la voir ainsi, si vulnérable, si totalement déplacée dans cet univers de silence, fit vibrer une part de lui qu'il croyait morte depuis longtemps. Ce n'était pas seulement une intrusion, c'était un cataclysme. Et sa bonté, réflexe qu'il ne pouvait réprimer, allait embraser le chapitre le plus périlleux et le plus profond de sa vie solitaire. L'étincelle d'un amour impossible dans une terre qui enfantait bien plus souvent la dureté que l'espérance. Ben Sterling était un homme façonné par la solitude et la poésie âpre des hautes plaines. Ses journées n'étaient qu'un témoignage de routine, réparer les clôtures ployant sous le soleil implacable, soigner les quelques têtes de bétail qui constituaient son gagne-pain, écouter pour seule compagnie le meuglement de ses bêtes ou le soupir plaintif du vent dans les chevrons de sa cabane solide mais étroite. Autrefois, le rire de sa femme Martha et le joyeux bavardage de son fils Tim emplissaient ces espaces. À présent il ne restait que des échos, des fantômes convoqués par la lueur vacillante du feu de cheminée lors des longues nuits vides. La fièvre les avait emportés, laissant en lui une douleur si profonde qu'elle l'avait chassé jusqu'à cette vallée reculée, cherchant un rempart tranquille contre un monde qui lui avait infligé son coup le plus cruel. Compétent, ses mains calleuses mais sûres, il savait tout autant forcer un veau récalcitrant que viser de son Winchester un coyote voleur. Ses gestes demeuraient économes, ses paroles rares. Il avait presque oublié le son de sa propre voix, sauf lorsqu'il lançait un ordre bref à son cheval Buck ou marmonnait une malédiction à l'adresse de la terre impitoyable. Pourtant, sous l'écorce usée de son extérieur et derrière le mur de son isolement volontaire, résidait un puits profond de solitude, un désir tranquille qu'il n'avouait guère. Il connaissait la terre, ses humeurs, ses dangers. Son regard souvent lointain ne manquait presque rien. Le frémissement nerveux de l'oreille d'un lapin, la spirale lointaine d'un faucon, ces signes subtils d'un langage plus ancien que les mots. Cette vigilance instinctive, vestige d'une vie qu'il tentait d'enterrer avant le ranch, se réveillait à présent. Un pressentiment glacé lui soufflait que la paix fragile qu'il avait construite avec tant de peine allait se briser. La terre elle-même, belle dans sa désolation, était un miroir de son cœur gardé. Vaste, un peu brisé, mais encore capable de vie inattendue. Il se dirigea vers le grenier, chaque pas mesuré, son ombre s'allongeant sous la lumière de l'après-midi. La femme Naru, apprendrait-il plus tard, gisait immobile. Il s'agenouilla, l'odeur du foin, de la poussière et le goût métallique du sang emplissant ses narines. Son visage, même pâle et marqué par la douleur, portait une beauté farouche qui lui coupa le souffle. Sa poitrine se soulevait en halètements irréguliers. Un pansement grossièrement noué à son bras était détrempé, et une tache plus sombre s'élargissait sur son flanc. Une balle, sans doute. Il tendit une main hésitante, ses doigts effleurant son front brûlant de fièvre. Ses paupières papillonnèrent, ses yeux sombres d'abord perdus, puis soudain clairs d'une terreur animale qui le fit reculer légèrement. C'étaient les yeux d'une biche acculée, n'attendant que le coup fatal du chasseur. À cet instant, tout calcul du danger, toute pensée des ennuis inévitables qu'elle apporterait s'évanouit. Il ne vit plus que son combat désespéré pour la vie, et l'élan inexplicable, viscéral, de protéger cette flamme vacillante contre l'obscurité. Ce n'était plus un devoir, mais une évidence irrépressible. Il ne pouvait pas la laisser mourir ici. Avec une douceur qui aurait surpris ceux qui le connaissaient pour sa rudesse taciturne, Ben souleva Naru dans ses bras. Elle était plus légère qu'il ne l'imaginait, un poids fragile contre sa poitrine. Le court trajet vers la cabane lui sembla solennel, comme s'il portait non seulement une femme blessée, mais l'avenir même. Il l'allongea sur sa propre couche étroite, les couvertures grossières lui parurent soudain dérisoires. Sa cabane, sanctuaire spartiate, se métamorphosa aussitôt sous sa présence, chargée d'une énergie féminine urgente qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Sa peau brûlait. Il agit avec une concentration méthodique, masquant la tempête qui l'agitait intérieurement. Il fit bouillir de l'eau sur l'âtre, nettoya la plaie enflammée avec le savon carbolique dont l'odeur piquante emplissait la pièce, découpa des bandes dans sa propre chemise usée mais propre pour en faire des pansements. Chaque geste,
hésitant mais ferme. Sur ses bras, il remarqua des traces de lutte, des ecchymoses anciennes mêlées à des nouvelles. Cette femme s'était battue, ardemment. Elle dérivait entre conscience et délire, murmurant dans sa langue des mots de douleur et de peur, se débattant parfois faiblement. Il l'apaisait alors par des sons bas, sans signification, comme on calmerait un poulain effarouché. Il l'aida à avaler de l'eau à petites gorgées, puis plus tard du bouillon clair. Pendant des jours, ce fut tout son univers. Sa respiration laborieuse, la chaleur de sa fièvre, la vigilance constante. Il se surprenait à observer le mouvement de sa poitrine, et sentait en lui une étrange tension, comme s'il avait oublié ce que signifiait se soucier si intensément d'un autre être vivant. Son Winchester, autrefois simple outil, devint une sentinelle permanente à ses côtés. La solitude qu'il avait autrefois chérie lui parut soudain vulnérabilité. Elle était traquée, et en l'aidant il avait peint une cible sur son propre dos. Une part enfouie en lui, celle qui savait guetter, écouter, anticiper le danger s'éveillait, dépoussiérant des réflexes anciens. Puis la fièvre céda, comme un orage de prairie, brusque et violent, laissant Naru faible mais lucide. Ses yeux sombres, désormais clairs, suivaient chacun de ses gestes avec intensité. Méfiant, scrutateur, mais dépourvu de la terreur brute. Il continua de la soigner, lui offrant de petites portions de ragoût de lapin, de l'eau fraîche du ruisseau. Il parlait peu, incertain de ce qu'elle pouvait comprendre. Parfois, il se désignait, répétant lentement « Ben ». Puis, la montrant du doigt, il attendait. Un matin, tandis que la lumière dorée entrait par la petite fenêtre, sa voix rauque de maladie souffla un mot, Naru. Un nom. Cela sembla un présent, un fragile pont jeté au-dessus du gouffre entre deux mondes. Il l'accueillit d'un hochement lent, répétant Naru. Un sourire fugitif, aussi rapide qu'un battement d'ailes, effleura ses lèvres. Il se surprit à remarquer des détails, la façon dont ses cheveux noirs, maintenant lavés, accrochaient la lumière, la ligne fière de son profil, restée droite malgré la maladie, l'intelligence farouche qui brillait dans ses yeux. Il commença à déposer de petites choses près de sa couche. Une plume de faucon parfaite ramassée en chemin, un galet de rivière à la forme curieuse, une poignée de baies tardives. Il n'attendait rien en retour. Mais un jour, il la surprit tenant la plume, la faisant tourner entre ses doigts fins, une expression pensive et lointaine sur le visage. Alors, une chaleur inattendue se diffusa en lui. Mais cette paix fragile n'était qu'illusion. Bientôt, il trouva des traces, des chevaux montés, des cavaliers qui savaient se déplacer presque sans laisser de signes, postés sur la crête dominant sa vallée. Ils n'avaient pas approché la cabane, mais leur présence était une promesse glacée, il cherchait. Sa vigilance s'accrut. Il huila son fusil, compta ses cartouches. Ses yeux balayaient l'horizon sans cesse, ses sens tendus comme une lame. Naru aussi percevait la menace. Elle l'observait, une question silencieuse dans son regard, une compréhension muette du danger qui se resserrait. Le ranch paisible s'était transformé en champ de bataille silencieux. Et eux, improbables défenseurs. Ben pensa de moins en moins à Martha et Tim, la douleur aiguë de leurs souvenirs s'émoussait face à l'urgence du présent de Naru, qui allumait en lui une flamme protectrice plus vive que le deuil. Le coup à la porte, lorsqu'il vint, fut sec, impérieux, tranchant le silence du midi comme une détonation. Naru, assise près de l'âtre en train de repriser habilement une déchirure dans sa robe, se figea. Sa tête se releva d'un coup, ses yeux s'écarquillant, l'aiguille tombant de ses doigts. Ben vit la terreur nue dans son regard. Il porta un doigt à ses lèvres, puis lui fit signe de se glisser derrière le rideau de l'alcôve. Elle disparut comme une ombre. Il inspira lentement, saisit son fusil, son poids familier l'ancrant, et entr'ouvrit la porte. Le soleil miroitait sur 5 cavaliers. Leurs chevaux piaffaient. Le chef, un grand homme aux yeux clairs et glacés, portait une barbe taillée de près qui ne dissimulait pas la dureté prédatrice de ses traits. C'était le capitaine Malachi Brand. Il arborait un manteau de cavalerie, mais aucun éclat d'honneur militaire ne brillait dans son regard, seulement une curiosité glaciale. Sa voix, lisse comme un galet poli par 1000 mensonges, s'éleva. « Bonjour. Nous cherchons une Comanche, une fugitive dangereuse. Elle a causé beaucoup de troubles. » Ben s'adossa au chambranle, impassible. « Pas vu de Comanche. Juste moi. Ici, c'est tranquille. »
Le sourire de Brande fut celui d'un loup. Celle-ci est blessée. Elle n'a pas pu aller loin. Ses yeux glissèrent derrière Ben, cherchant à percer l'ombre de la cabane, puis vers la grange. Cutter, l'homme massif au visage barré d'une cicatrice hideuse, cracha une giclée de salive teintée de tabac, presque sur les bottes de Ben. Elle est vive, celle-là. Mais on finit toujours par attraper ce qu'on veut. La main de Ben se resserra sur son fusil. C'est ma terre. Et j'ai dit que je n'ai rien vu. La voix de Brande se fit soyeuse, mais menaçante. Un homme seul, ici, la vie est dure. Il est facile que les choses tournent mal. Ou qu'un homme disparaisse, sans laisser de traces. Il laissa la menace flotter, puis ajouta. Nous allons simplement jeter un coup d'œil à votre propriété. Ça ne sera pas long. Les yeux de Ben brillèrent d'un éclat de silex. Fouillez où vous voulez. Mais vous ne mettez pas un pied dans ma cabane. Ni dans ma grange. Un bref signe de tête, une ombre indéchiffrable dans le regard de Brande. Comme vous voudrez, pour l'instant. Ils s'éloignèrent, se dispersant pour une recherche superficielle, mais insultante. Ben les regarda partir, une fureur glacée s'enroulant dans ses entrailles. Il savait que ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, ses craintes se confirmèrent. Une fumée âcre dériva dans le vent. Il la suivit jusqu'à son pâturage nord. Une vaste portion de ses précieuses terres d'hiver n'était plus qu'un champ noirci, fumant encore. Un avertissement. Ils le soupçonnaient, ou bien ils affirmaient simplement leur pouvoir. Ce soir-là, Nero parla. Son anglais hésitant, mais son message clair. Ils me chassent. Ils ont tué ma famille, pour un secret. Ses yeux, lorsqu'elle le regarda, étaient emplis non seulement de douleur, mais d'une supplique désespérée. Ben sentit sa résolution se durcir, aussi tranchante que le fer. Non, il ne la livrerait pas. Non, il ne gagnerait pas. Ici serait tracée la ligne dans la poussière. Le pâturage brûlé restait chaque jour un rappel fumant de la cruauté de Brande. Ben travailla sans relâche, dégageant des coupe-feux plus larges. Son corps souffrait, mais son esprit restait net, aiguisé. Naru, dont les forces revenaient, l'aida. Elle transportait l'eau, ses gestes reprenaient fluidité, son regard se raffermissait. Une dignité tranquille émanait d'elle, une force indomptée que Ben admirait de plus en plus. Peu de mots entre eux, mais une compréhension nouvelle naissait, nourrie par le danger partagé. Un soir, tandis que le parfum de la fumée de bois et des pins lointains emplissait l'air, Naru raconta enfin son histoire. Elle était assise près de l'âtre, la lumière dansant dans ses yeux sombres, sculptant des ombres sur ses pommettes hautes. Brande, dit-elle, sa voix basse mais ferme, n'est pas un soldat. C'est un goule qui se repaît de douleur. Il est venu à mon peuple non pour la guerre, mais pour l'avidité. Mon grand-père, il était gardien du chemin vers le canyon englouti, un lieu sacré, un lieu de guérison. Brande croit qu'il recèle de l'or. Elle décrivit l'attaque brutale, la torture de son grand-père, son refus héroïque de livrer le secret. Elle, blessée, s'était enfuie, emportant dans sa mémoire la carte invisible du canyon, et dans ses mains une petite bourse sacrée, dernier vestige de son héritage. En l'écoutant, Ben sentit monter en lui une rage glaciale, amère et familière. Il avait déjà vu cela, la cupidité insatiable, la cruauté décontractée. En ces années d'éclaireur de l'armée, il avait été témoin d'un massacre semblable, un village entier rayé de la carte pour avoir résisté. Ce souvenir, et la honte de son impuissance d'alors, l'avaient poursuivi comme un poison. C'était la raison de son exil volontaire. Et voilà que la sauvagerie l'avait rattrapé. Il leva les yeux vers Naru, vers le courage flamboyant de son regard, la résilience qui redressait sa silhouette malgré son épreuve. Ce n'était plus seulement protéger une fugitive. C'était une dette, un face-à-face avec son passé. L'ancien éclaireur, enterré sous des années de silence, se redressait. Ses instincts, ses réflexes, son feu froid, tout revenait. Il ne le trouvera pas, dit Ben d'une voix rauque. Et il ne t'aura pas. Sa main, presque malgré lui, couvrit brièvement celle de Naru, posée sur la table rugueuse. Une étincelle, soudaine, passa entre eux. Ses yeux s'écarquillèrent, un mélange de surprise et de douceur. Le geste fut bref, mais l'air de la cabane en fut changé, chargé d'une intimité nouvelle. Le ranch solitaire devint alors une forteresse, non seulement de bois et de pierre,
mais de deux esprits liés par le destin et par un courage qu'ils ignoraient posséder. Ils savaient que le retour de Brand n'était pas une question de « si », mais de « quand ». Son orgueil ne tolérerait pas l'échec, sa cupidité le rongerait jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il convoitait. Ben et Naru se mirent donc à l'ouvrage avec une détermination sombre et commune, transformant chaque recoin du domaine en piège calculé. Ben connaissait chaque rocher, chaque ravin, chaque zone traîtresse de la vallée. Cette connaissance devint leur plan de défense. Naru, rapide et précise, apportait une compréhension intuitive du camouflage et de la dissimulation, qui complétait la stratégie de Ben. Elle lui montra comment se fondre dans les ombres avec des feuilles écrasées, comment écouter le vent pour saisir le moindre bruit. Lui, en retour, lui enseigna la portée meurtrière de son fusil, les angles de tir les plus efficaces. Les tas de bois se muèrent en retranchements, les pierres en pièges pour les sabots ennemis, le lit étroit du ruisseau en couloir d'embuscade. Ils travaillaient de l'aube au crépuscule, leurs mains se frôlant souvent, leurs regards se croisant dans des instants d'intensité partagée. Ben remarquait la façon dont une mèche rebelle de ses cheveux s'échappait de sa natte et venait caresser sa joue, le pli résolu de sa bouche, la grâce qu'elle conservait même en portant des pierres lourdes. Naru, elle, voyait ses yeux d'ordinaire si sombres s'adoucir quand il posait son regard sur elle, la force tranquille de ses gestes, la tendresse inattendue de ses sourires rares. La tension entre eux se fit palpable, comme un fil tendu, vibrant à chaque instant. Puis, un matin, à l'aube naissante, Naru posa la main sur l'épaule de Ben. Il s'éveilla aussitôt. « Ils viennent » souffla-t-elle. Son souffle chaud contre son oreille, ses yeux fixés sur un nuage de poussière au loin, un serpent mortel déroulant sa menace sur les plaines. Brand chevauchait, flanqué de Cutter, à la tête d'une douzaine d'hommes. Leurs visages étaient marqués d'une anticipation sombre, leur avance, empreinte d'une confiance arrogante, comme s'ils étaient certains d'écraser toute résistance. À leurs yeux, il n'y avait qu'un rancher isolé, une cabane solitaire. Une victoire facile. Mais ils ne voyaient rien de l'acier dans Ben Sterling, ni du feu dans Naru. Le premier coup de fusil claqua non pas depuis la cabane, mais d'un éperon rocheux que Ben avait choisi plusieurs jours auparavant. L'un des éclaireurs s'effondra de sa selle. Le chaos éclata aussitôt. Ben tira de nouveau, une autre silhouette bascula. Cutter hurla des injures et lança ses hommes droit vers la cabane, tombant tête baissée dans le piège. Alors qu'ils approchaient en tonnerre, Naru surgit des ombres de la grange, son arc bandé. La corde vibra, une flèche fendit l'air, et un cavalier bascula, l'arme fichée dans sa poitrine. Elle enchaîna, rapide et implacable, chaque flèche trouvant sa cible. Son visage s'illumina d'une fureur concentrée. Elle ne se battait pas seulement pour sa vie, mais pour ses ancêtres, pour sa terre sacrée, pour l'homme silencieux qui lui avait offert une bonté inattendue. Ben, lui, se mouvait comme un fantôme, tirant, rechargeant, se déplaçant d'un couvert à l'autre. Ses gestes précis formaient une danse de mort, les vieilles compétences réveillées en une chorégraphie redoutable. Il aperçut Cutter, descendu de cheval, tentant de rallier les siens. Le tir de Ben fut net, implacable. Cutter s'écroula et ne se releva pas. Brand, le visage déformé par la rage, lança sa monture droit sur Ben, qui se trouvait découvert près de l'abreuvoir. « Tu paieras pour ça, rancher !» rugit-il, son revolver pointé. Au moment où il pressa la détente, le cri de Naru déchira l'air. Non. Une flèche siffla, frôlant la tempe de Ben, et vint se planter dans le bras de Brand. Le coup partit de Travers. Ben n'hésita pas, son fusil tonna. Le corps de Brand se raidit, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, puis il s'effondra dans la poussière, lourd, définitif. Les assaillants, privés de leur chef, pris de panique, se dispersèrent comme une volée de cailles, fuyant cette vallée devenue tombeau. Le silence retomba, épais, seulement troublé par le souffle haletant de Ben et de Naru, et le martèlement furieux de leur cœur. Ben croisa le regard de Naru. Sa poitrine se soulevait, son arc encore en main, ses yeux flamboyaient. À cet instant, elle lui parut la plus belle, la plus farouche des femmes. Il s'approcha, leurs regards soudés, un non-dit vibrant dans l'air, une vérité plus forte que n'importe quel mot. La suite fut austère. Le soleil monta, dur, exposant le prix de leur survie. Ensemble, Ben et Naru s'occupèrent des morts, tâche sombre et silencieuse. Ils enterrèrent Brand et ses hommes loin de la cabane,
effaçant leur souillure de la terre. Plus tard, Naru érigea un petit monticule, et y déposa l'amulette de son grand-père. La fumée s'éleva, fine colonne vers l'immensité du ciel, tandis qu'elle chantait. Sa voix claire, puissante, portait le deuil, le souvenir, mais aussi la résilience. Ben resta à ses côtés. Non plus comme spectateur, mais comme compagnon de son deuil et de sa force. En lui, quelque chose se transforma. Les murs qu'il avait élevés autour de son cœur s'écroulaient en poussière. Le danger immédiat avait disparu. Le canyon sacré restait inviolé. Mais tout le reste avait changé. Ben Sterling, l'homme solitaire, ne l'était plus. Il regarda Naru, son profil apaisé, découpé sur le soleil couchant. Sa présence n'avait pas seulement troublé son existence, elle l'avait réanimé. Il l'avait protégée, oui, mais elle, en retour, l'avait sauvée d'une autre mort. Celle, lente, de l'âme rongée par la solitude et le chagrin. Elle tourna vers lui ses yeux sombres. Cette fois, son sourire fut franc, lumineux, tel un lever de soleil après une longue nuit. On y lisait la gratitude, le respect, et davantage encore. Un écho du sentiment naissant qui emplissait sa propre poitrine. Il tendit la main, ses doigts calleux refermés sur les siens. Cela semblait juste. Incroyablement juste. Le chemin devant eux restait incertain, semé des épreuves d'une terre rude et des complexités de deux mondes différents qui se rejoignaient. Mais debout ensemble, main dans la main, regardant les étoiles percer peu à peu le ciel sombre au-dessus de leur vallée silencieuse, il n'y avait plus de peur. Seulement un sentiment de destinée partagée, une paix chèrement conquise, et la promesse muette mais puissante d'une histoire d'amour qui commençait à peine.